Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va apprendre ensemble à maîtriser le scanning de vulnérabilité avec Nessus. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord, nous allons commencer par la définition de Nessus, mais aussi quelques astuces que je vais partager avec vous pour le choix d'un bon scanner de sécurité. Nous discuterons par la suite des fonctionnalités de ce dernier, qui d'ailleurs sont la plupart ou représente la plupart des fonctionnalités que vous devez choisir lorsque vous benchmarkez des solutions de scanning, et nous allons mettre tout ça en place au niveau de notre lab. Nessus est un produit de l'entreprise Tenable Network Security qui a vu le jour en 1998. Il est sous licence propriétaire depuis 2005 et on a une version ou un fork gratuit qui s'appelle OpenVICE qui existe en licence GPL. Il est compatible avec Microsoft, donc sur la plateforme Windows et Linux, et il fait partie des scanners de vulnérabilité les plus efficaces dans le monde et donc dans le marché. Il permet aussi d'effectuer différents audits à travers différentes approches et donc différents templates, que ce soit sur le cloud, sur le SCADA, l'IoT ou encore le module. À travers son système ou son mécanisme de plugin qui permet de l'adapter selon la situation. C'est donc plus qu'un scanner de sécurité, cela s'approche beaucoup plus d'un outil d'audit de réseau et système par approche de test d'intrusion. Il permet donc de balayer les ports d'un serveur, de rechercher et identifier les failles et vulnérabilités, mais aussi d'indiquer les méthodes utilisées par les attaquants pour s'introduire dans le réseau. Il permet aussi de pouvoir analyser les protocoles utilisés sur chacun des ports du serveur pour identifier les services et donc par la suite y lister la liste ou les différentes vulnérabilités qui s'y trouvent, mais aussi d'y associer les différentes vulnérabilités, donc CVE, permettant d'obtenir davantage d'informations sur le web par la suite. Bien sûr, chaque vulnérabilité va appartenir dans une catégorie bien spécifique. Cela peut être des défauts de configuration et donc d'implémentation, des erreurs de conception, des vulnérabilités ou encore des failles au niveau des systèmes d'exploitation, des paramètres laissés par défaut, des vulnérabilités applicatives comme des buffer overflow ou encore des stack overflow, etc. L'absence de patch de sécurité, l'exposition de services, ces services eux-mêmes donc, peuvent être vulnérables, et là on va revenir à la partie applicative, ou encore des identifiants par défaut. Lorsque vous benchmarkez un outil de scan, il est extrêmement important de prendre en considération différents éléments. Ces éléments vont pouvoir représenter le type de vulnérabilité qui vont être évalués. Il est donc important de choisir un outil qui va vous fournir le plus de templates possible lorsque vous allez pouvoir effectuer des analyses de vulnérabilité. Il faut que ce soit aussi des outils qui ont une grande capacité de scan, permettant ainsi de scanner une grande variété de contextes, de ressources et donc de types de machines. Ces outils doivent être aussi capables de pouvoir effectuer ou de vous présenter un rapport complet, mais aussi de pouvoir vous laisser le choix de pouvoir customiser la partie reporting. Sans oublier l'efficacité de ces derniers, donc bien sûr il faudra les évaluer, les benchmarker à partir de leur version d'essai et analyser leur taux de faux positifs. C'est très important lorsqu'on va choisir un scanner de sécurité. Il est très important aussi de prendre en considération la partie efficience, c'est-à-dire la recherche rapide de résultats, les tests personnalisés et bien sûr le scheduling, c'est-à-dire la programmation et l'automatisation des tests dans la durée. À savoir que ce type de scanner vont beaucoup plus être utilisés pour une couche primaire de tests. Donc c'est pas vraiment, si on a ce type de scanner, ça ne veut pas dire vraiment qu'on est totalement sécurisé, mais c'est une approche parmi d'autres qui va nous permettre de pouvoir récupérer les vulnérabilités évidentes. L'utiliser, ça ne veut pas dire qu'on est vraiment sécurisé à 100%. Et donc, la programmation et l'organisation des scans est aussi à prendre en considération. Allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. La première des choses, c'est qu'on va se diriger vers le site officiel de Tenable afin de pouvoir télécharger Nessus.
Après, bien sûr, il faut savoir qu'il existe différentes gammes qui dépendront de votre besoin et du contexte technique au niveau duquel vous opérez. Il y a le Nessus Essentials, le Nessus Professional et le Tenable IO. Donc là, bien sûr, tout dépend du nombre de machines que vous allez scanner et de modules dont vous aurez besoin. Dans notre cas, nous allons pouvoir exploiter le module Nessus Essentials. Nous allons donc pouvoir télécharger ce dernier, autrement dit c'est la version communautaire. L'objectif d'ailleurs de ce cours est de vous montrer comment exploiter ces différentes informations, et donc d'exploiter ces différents outils d'un point de vue ou d'une approche primaire, et par la suite nous aurons des formations dédiées en expertise au niveau de ces outils. Je vais donc spécifier mon nom, mon prénom, et ensuite l'adresse mail concernée. Ensuite je vais cliquer sur m'inscrire, et je pourrai à partir de là télécharger l'outil en soi. Je vais donc cliquer sur Download Nessus et je vais pouvoir être redirigé vers une page qui va me permettre de choisir la version de Nessus que j'ai. À partir de là, j'aurai les différentes versions qui vont dépendre de la plateforme où l'on va pouvoir installer donc Nessus. Ça peut être de l'Ubuntu, du FreeBSD, du SUSE, du Windows et ainsi de suite. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est la version Kali ou la version Deb, autrement dit, puisque c'est au niveau de cette dernière que je vais installer cette dernière. Je vais cliquer sur Save et je vais donc lancer le téléchargement de mon fichier .deb. Le téléchargement se passe assez rapidement. À partir de là, je vais lancer donc un petit terminal et je vais me diriger vers ma machine, c'est-à-dire vers mon dossier, c'est-à-dire le dossier download, où se trouve le fichier Nessus d'installation. À partir de là, je vais utiliser donc la commande sudo dpkg-i. Le -i c'est pour install et le dpkg c'est ce qui me permet d'installer des paquets .deb. Et ensuite, suivi par le nom de mon paquet, je spécifie le mot de passe root, par défaut Kali, comme discuté précédemment, et le tour est joué. À partir de là, je vais suivre exactement les différentes directives qui m'ont été données, donc c'est-à-dire de lancer le service comme qui suit, et ensuite de me diriger vers l'adresse suivante au niveau du navigateur. Donc j'arrive dessus, je vais prendre directement, donc c'est copy selection, hop. Et à partir de là, donc là l'erreur est assez normale puisqu'on est devant un certificat auto-signé. Donc il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Je clique sur Accept Risks and Continue. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de risques puisqu'on l'exécute en local. Et la plupart des fois, c'est que vous allez utiliser Nessus en local. C'est rare où vous allez l'utiliser à distance. Donc c'est-à-dire en mode cloud. Donc la plupart du temps, vous allez l'utiliser en local au niveau ou en interne au niveau de votre machine. Donc puisque je vais l'utiliser en mode Essentials, donc c'est-à-dire la version open source que je vais utiliser, la version communautaire que je vais utiliser sur un nombre d'adresses limité au sein de mon réseau, je vais cliquer sur Continue, spécifier un nom d'utilisateur et mot de passe. Ensuite, je vais cliquer sur Email pour récupérer le code, c'est-à-dire le code qui va avoir ou le code d'activation de ce dernier que je vais pouvoir utiliser. Vu que c'est la version communautaire, je peux l'avoir rapidement. Et vous pouvez aussi essayer la version payante. À partir de là, je colle le code d'activation, je clique sur Continue et je spécifie un nom d'utilisateur et un mot de passe dont je dois me souvenir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, par la suite, si je l'oublie, après, il y a une autre procédure en ligne de commande que je peux faire pour récupérer les mots de passe, si jamais je les ai oubliés. Mais pour éviter ça, on va simplement s'en souvenir et je le laisse tourner derrière pour télécharger les différents plugins et les compiler. Une fois que vous avez démarré Nessus, il suffira de pouvoir entrer soit l'adresse de votre sous-réseau, l'adresse de votre victime, ou bien donc une adresse IPv4, IPv6 quelconque, même une adresse d'un sous-réseau ou d'un domaine. Tout dépendra de votre contexte. Sinon, vous pouvez cliquer sur Close. Ensuite, vous avez la petite interface qui est assez sympa d'ailleurs. À ce moment-là, vous pouvez importer des scans déjà effectués, même par d'autres outils pour pouvoir améliorer cette partie-là, comme par exemple avec Nmap pour pouvoir récupérer d'autres éléments et donc de pouvoir enrichir le scan. Sinon, vous pouvez cliquer sur New Scan. Sur la version gratuite, vous avez donc des scans de découverte réseau, des scans basiques avancés, des scans dynamiques, des scans de malware, donc qui permettent de pouvoir chercher des malwares au niveau de machines Windows et Unix, des scans web, des audits relatifs à des patchs, donc pour trouver des erreurs relatives à des patchs qui n'ont pas été effectués, de la détection de bad luck, c'est-à-dire des vulnérabilités spécifiques, pareil pour d'autres comme Drone, Binshell, etc., ainsi que d'autres scans plus avancés qui permettent de vérifier la politique de sécurité,
les audits de configuration mobile, les audits d'infrastructure cloud, etc. etc. Donc, tout dépend de votre contexte. Et là, vous avez l'upgrade. En fait, ça sera des versions où il faudra donc avoir un paiement et donc de pouvoir avoir la version payante. Vous avez même des scans plus avancés par rapport à des nouvelles vulnérabilités qui viennent de voir le jour, comme la Zero Logon. Dans mon cas, je vais prendre un Advanced Scan et je vais lui donner un nom. Donc, par exemple, je vais le nommer Scan Windows 2008 R2. À partir de là, je pouvais spécifier une description. Ce qui m'intéressera, c'est l'adresse IP de ma machine de scan. Bon, si vous êtes au niveau de votre réseau d'entreprise, vous allez pouvoir principalement utiliser votre adresse IP. Vous allez pouvoir utiliser les adresses IP des serveurs qui vous intéressent le plus en termes de scan, ou bien le parc qui pour vous mérite un scan approfondi. Après, bon, ça dépendra de votre politique de sécurité, mais principalement, on va aller chercher à scanner les serveurs les plus critiques, les contrôleurs de domaine et quelques postes de travail à risque. À partir de là, vous pouvez organiser et donc prévoir un scan chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou chaque an. Donc ça dépend de la période qui vous intéresse. Vous avez le point de démarrage de chaque scan, l'heure et la date. C'est très important parce qu'il faut toujours choisir des horaires où il n'y a pas vraiment trop de fréquentation sur le réseau, parce que Nessus peut engendrer des latences sur le réseau. Et vous avez la partie notification par mail. Après, bon, il faudra spécifier la partie configuration de serveur SMTP. Vous pouvez aussi aller configurer les différents éléments de manière plus avancée, c'est-à-dire la partie découverte, scan, découverte des services, gestion de vulnérabilité, etc. etc. Donc, ce qui ne nous intéresse pas trop au niveau de cette première approche, on va plutôt découvrir par la suite dans la formation dédiée à l'outil. Pareillement ici, vous avez les credentials que vous allez pouvoir utiliser, c'est-à-dire les noms d'utilisateurs et mots de passe à tester au niveau des différents vecteurs d'analyse. Et bien sûr, les plugins qui seront utilisés pour le scan. Donc pour nous avons pu choisir ce qui est déjà par défaut actif, l'utilisation de tous les plugins donc présents au niveau de Nessus, ce qui va nous permettre de pouvoir récupérer le maximum d'informations possible et donc d'évaluer le maximum d'informations relativement bien sûr à notre ressource, vu que le plugin va être adapté et exploité spécifiquement au niveau de la ressource. Ensuite, je clique sur Save et je clique sur le bouton Launch pour démarrer le scan, qui est un scan sur demande. En cliquant sur votre machine qui est en train d'être scannée, vous verrez au fur et à mesure les différentes informations qui vont être chargées. Sinon, vous pouvez le laisser tranquillement, finir son scan et revenir dans quelques minutes, comme on va pouvoir le voir, pour récupérer les différents résultats. Bien sûr, l'objectif d'utiliser Nessus est surtout de pouvoir automatiser la tâche de scan, gagner du temps et aussi exploiter un maximum de plugins possible. La plupart du temps, il est utilisé par les administrateurs réseau et système pour pouvoir automatiser les tâches de scan et dans quelques cas par des auditeurs de sécurité. Une fois le scan terminé, vous aurez donc le petit completed qui a été rajouté et à partir de là, vous aurez une vue récapitulative des différentes vulnérabilités trouvées par hôte, donc dans le cas où vous avez utilisé plusieurs hôtes en même temps, les détails du scan et un petit graphe qui vous définit le pourcentage des différentes vulnérabilités détectées. Vous avez la liste des vulnérabilités, les remédiations qui vont avec et l'historique des différents scans qui vous permet d'analyser un petit peu les différences entre les différents types de scans. À partir de là, vous avez donc, comme spécifié, les différentes vulnérabilités qui ont été exposées, le nombre de vulnérabilités. Après, bon, ça dépend de la sévérité et de la catégorie. Donc après, vous avez des sévérités qui partent d'info, donc comme vous avez là ici, donc en low, donc basse, medium, high et critical. Donc tout ça en fait est relatif surtout à la catégorisation via le CVSS. À partir de là, donc vous avez l'ensemble des vulnérabilités. Donc bon, après je peux cliquer sur un des exemples et à partir de là, vous avez encore une fois plus de détails sur les différentes vulnérabilités qui font partie de la même catégorie. Et bien sûr, en choisissant une vulnérabilité, vous avez plus de détails, c'est-à-dire la description de la vulnérabilité, la solution et dans quelques cas, pas toujours, l'output, donc l'indicateur qui permet de déterminer que la vulnérabilité existe ou pas. Vous avez aussi le port au niveau duquel tourne le service et donc les détails des différentes requêtes envoyées par Nessus, sans oublier les références par rapport à la vulnérabilité. Vous avez des détails à droite sur le plugin qui permet de détecter la vulnérabilité, ainsi que des informations relatives au risque.
Vous avez bien sûr tout ce qui va concerner les scores CVSS selon les versions de CVSS. Bon, c'est une question par rapport au CVSS qui a été largement controversée. Et à partir de là, vous avez aussi des informations globalement sur la vulnérabilité, la date de publication, donc pour celle-ci c'est le 6 mars 2020, et bien sûr comment vous pouvez exploiter cette vulnérabilité avec la référence CVE. Pour chaque vulnérabilité, vous avez aussi les différentes remédiations, pour les patchs bien sûr, qui vont avec. Nous allons donc revenir par la suite au niveau de Nessus pour pouvoir exporter ces différentes informations, ou pouvoir plutôt exploiter ces différentes informations, sans oublier que vous pouvez, donc à n'importe quel moment, exporter ces différents scans, donc soit pour les importer au niveau de Nessus, soit sous format de base de données Nessus. Sinon, vous pouvez aussi, à partir de là, aller vers Report et exporter vos rapports, soit sous format PDF, soit sous format HTML ou CSV. Par rapport à la version PDF, vous avez le choix entre donc un sommaire général, sinon vous pouvez choisir et customiser donc le résultat ou votre rapport. Après, si vous voulez des rapports spécifiques, vous pouvez créer votre propre base de reporting et vous pouvez l'exploiter par la suite. À partir de là, vous avez les hôtes spécifiquement et les résultats des différents scans qui ont été détectés. Certes, Nessus est un scanner de sécurité assez intéressant, pas aussi cher que ses concurrents, mais ça reste quand même un des scanners de sécurité les plus efficaces, mais en même temps, bien sûr, comme n'importe quel scanner, vous aurez des taux de faux positifs assez élevés. Je vous invite donc à pouvoir toujours penser à vérifier la véracité des vulnérabilités et donc de pouvoir essayer de les exploiter si jamais vous avez le droit. Sinon, vous pouvez vous baser sur une vérification complémentaire par la suite. Bien sûr, dans les environnements à haut risque comme les infrastructures ICS/SCADA, c'est extrêmement rare où vous aurez le droit de pouvoir évaluer les vulnérabilités techniquement. Il faudra donc faire très attention à cet aspect-là. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.